suite. Tu es bien entouré, Philippe, ce matin. Oui, puis notre studio est plein de monde, c'est intéressant, ça fait plaisir de temps en temps de recevoir du monde, nombreux comme cela. En tout cas, avec un petit peu de retard, mais quand même, nos invités sont là. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Philippe Berquin, de son métier manager à la NCCF, à ce qu'on m'a dit, et Monsieur Gilles Pontieux, qui est chirurgien dentiste, de ce qu'on m'a dit, donc on ne m'a pas donné de fausses informations. Donc c'est très bien. Alors, messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Ça nous a intéressé de vous recevoir à plusieurs titres. Le premier, l'exploit que vous avez réussi. Alors, je sais que vous n'êtes pas resté là et vous vous êtes dit, allez, on se prend un petit bateau et puis on va aux Antilles. Bon, il y a au moins l'un d'entre vous qui a quand même une expérience maritime. Parce que je pense que s'il s'agissait de moi, je serais à l'autre bout de la terre, certainement. Je n'aurais jamais rejoint la Martinique. Mais en tout cas, je suis heureux de vous recevoir. Radio Sud-Est et vous félicite pour votre exploit. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et je vais la poser à Philippe. Qu'est-ce qui fait qu'un jour qu'on a envie de prendre un bateau sophistiqué, certes, à rame, et de se rendre en Martinique précisément? Bonjour à tous. C'est une bonne question. Alors, vous avez raison de le dire. On n'est pas complètement des amateurs, même si on est avant. Moi, je suis quelque part un bureaucrate. Je travaille derrière un bureau, mais ça fait quand même des années qu'on fait du bateau tous les deux. Et moi, j'avais déjà traversé l'Atlantique 3 fois à la voile en course, dont une fois on est arrivé en Martinique avec la Transat 650. C'était où on est arrivé vainqueur. C'était un grand plaisir. J'adore la Martinique. Et donc voilà. Donc c'est une lente maturation. Et un jour, je me suis dit plutôt qu'aller très vite en course, allons-y très lentement. Et là, je crois qu'on a trouvé le bon moyen d'y aller très lentement. À part la nage, je crois que le reste, c'était le bateau à rame. Donc, ça a pris quelques années pour monter ce projet. Autour d'une idée, d'un concept, autour du bien vieillir. Parce que tous les deux, on est des seniors. Moi, j'ai 58, Gilles a 60. Et montrer que même à cet âge-là, on peut encore faire des grandes choses. On peut encore, quelque part, recommencer sa vie ou faire en sorte que la vie commence à 50-60 ans, ce que j'aime à dire. Et donc, on est parti comme ça. Très bien. Oui, alors, Gilles, je sais que vous avez plusieurs raisons d'y être, mais... Oui, moi, disons que je suis un peu un récidiviste, puisque j'ai traversé l'Atlantique en 2009 lors d'une compétition à la Bouvet-Rame-Guyane, qui partait de Saint-Louis pour rejoindre Cayenne. Bon, ça, c'était première expérience. Puis j'avais dit à cette époque-là, super, je l'avais bien vécu. C'est bon, c'est fait, je ne referai plus. Donc, et puis un jour, Philippe, j'ai su que Philippe cherchait un équipier. On m'a transmis les documents et tout, et puis là, je me suis dit, pourquoi pas, et d'autant plus que j'avais une raison supplémentaire d'y aller. Donc voilà, du coup, on a remis une couche, quoi. Voilà, donc cette raison supplémentaire, on va en parler dans un petit moment. Alors, vous avez décidé d'y aller. Alors, vous y allez, vous achetez votre bateau, vous entraînez un petit peu, non, même pas. Comment ça se passe? Écoutez, tous les deux, on fait un peu d'aviron, surtout Gilles. Bon, déjà, dans cette maturation, il y a en effet une préparation physique. Donc, avant d'avoir le bateau, c'est commencer pour moi à s'inscrire dans un club, à apprendre les rudiments, parce que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne savais pas ramer. Et puis c'est apprendre à ramer. Ensuite c'est acheter un petit bateau, une petite yole, pour s'entraîner à Nantes, sur la rivière à côté de Nantes, qui est la Loire, et puis une rivière qui s'appelle l'Erdre. Et puis passer des heures à faire de la rame sur l'Erdre, et puis sur un ergomètre, c'est-à-dire un appareil à ramer qu'on met chez soi ou dans les salles de sport. Déjà c'est une préparation physique, une préparation mentale, parce que pendant qu'on fait ça, on réfléchit. Et ensuite il faut trouver un bateau, il faut trouver un sponsor. Ça c'est pas le plus facile. Un partenaire, il y en a trouvé Audilab, qui est un partenaire formidable, parce que c'est un passionné. Audilab, c'est une boîte qui fait des prothèses auditives. Et c'est un passionné, quelqu'un qui est rentré dans notre projet formidable, nous a accompagnés jusqu'au bout. Et puis ensuite, il faut trouver le bateau, il faut trouver l'équipier. Et voilà, et puis à un moment, on est sur la ligne de départ en se disant, ça y est, il faut y aller. Bien, alors on continue l'histoire. Vous êtes parti, il faut y aller, vous êtes à bord. Alors, comment ça se passe ne serait-ce que on ne va pas faire chaque nuit, ce serait trop long. Mais en fait, la toute première semaine ou bien lors des premières difficultés. Les premières difficultés, c'est déjà de se dire, est-ce que j'ai rien oublié? Donc, on vérifie les stocks, on vérifie, on revérifie, on revérifie, puis au bout d'un moment, on dit, on ferme tout, on y va, quoi. Parce que sinon, à force de vérifier, on part pas. Et donc, et là, on prend le départ.
on prend le départ parce que on a décidé, c'était le moment, c'était l'opportunité, et puis voilà. Et donc, vous partez d'où? On part du petit port de, je ne sais plus... Puerto de Mogán, aux Canaries. Puerto de Mogán, aux Canaries. Très bien. Un joli petit port, et puis là, c'était fort sympathique, hein, les quelques plaisanciers qui nous ont accompagnés juste au départ avec leur camp de brume et tout, c'était sympa, quoi. Et est-ce que une fois parti, vous étiez seul? Il n'y avait pas d'accompagnement à côté de vous, rien du tout? Non, on est parti tout seul, et justement c'est un moment fort parce qu'on prend la décision de y aller. Bon, ça a été déjà prise mentalement, on savait qu'on allait y aller, mais là on le réalise réellement, et puis au bout d'une heure, on se retrouve seul au milieu de l'eau. On est sûr qu'on est parti. Et là on est sûr d'être parti. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison de faire demi-tour. Et de toute façon, il n'en était pas question. Donc, voilà. Et puis, nous voilà réellement partis. Donc là, ça a fait quelque chose. Très bien. Et donc, à bord, quels sont les moyens de communication que vous aviez avec la Terre? En fait, on avait un téléphone Iridium satellite, qui est très simple. Ça permet déjà de communiquer, d'appeler les autres téléphones, et aussi, surtout, de recevoir des cartes météo. Puisque notre navigation, on avait un routeur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait de la météo à terre, qui communiquait avec nous, mais nous on aime bien avoir notre propre météo et l'analyser tous les deux, et donc on recevait notre propre carte météo avec ce téléphone satellite sur une tablette, une tablette, et puis on regardait la météo régulièrement pour savoir si on était en phase avec ce que proposait le routeur. Alors, le premier coup de météo qui vous a fait peur? Ah ben, ça a été très vite, hein, parce que puisque on est parti avec du vent, on va dire moyen, et la nuit est passée, et le lendemain nous étions un peu dans la tempête. Donc ça a été radical. On s'est posé quelques questions sur la route à suivre. On a d'abord cherché à faire du sud de manière à s'éloigner. Je vais dire ça avec des termes simples. Quand on est derrière une île, comme la Martinique, le vent est perturbé sur de nombreux kilomètres derrière. Donc il fallait que l'on s'échappe de ces turbulences. Donc on est parti plein sud. Normalement on doit faire de l'ouest, mais là on était parti plein sud pour s'échapper le plus vite possible des perturbations, des turbulences dues à la hauteur des îles, quoi. Et ça vous fait faire des kilomètres en plus ou pas? Oui, ça fait faire des kilomètres en plus, mais ça nous apporte beaucoup de sécurité. Et puis, nous, ce que nous cherchions, c'était d'avoir un vent régulier. Tant qu'on était sous les îles, on avait un peu de trucs dans tous les sens, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui s'imaginent, qui ne savent pas comment ça peut se passer dans un bateau comme le vôtre, comment s'organise votre journée et votre nuit dans un bateau comme celui-là? Alors déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu une première journée et deux premières journées où on a été très malades. Déjà, oui. Parce qu'il faut savoir que ce sont des bateaux, enfin vous connaissez bien les yoles chez vous, mais ce sont des bateaux qui sont petits, ça fait 7 mètres, c'est tout rond, ça se balade dans tous les sens, et le mal de mer nous a pris très sérieusement tous les deux. Pendant, on va dire, 24 heures, Gilles, c'est ça? Ouais, 24 heures. 24 heures, on n'était pas bien. Ouais. Donc là, ça a annihilé. Mais ça nous a pas empêché de dire on y va, on fonce, et ça n'a rien changé à notre détermination. Vous vous êtes dit ça va passer? Mais ça va passer. De toute façon, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Et c'est passé. Alors ensuite, une journée, une fois ces passages-là terminés, c'est simple, en fait, on a des quarts de 2 heures. Pendant 2 heures, il y en a un qui est sur le pont, qui rame ou qui barre le bateau, parce que parfois le vent est tellement fort qu'on ne peut pas ramer, on barre, simplement on dirige le bateau dans le sens des vagues. Et puis et ensuite, celui-là, quand il a fini son quart de 2 heures, il va se reposer 2 heures et les remplacer par celui qui était au repos. Donc en fait, le bateau, il est dirigé 24 heures sur 24. C'est-à-dire que pendant 24 heures sur 24, il y a quelqu'un là-bas, au rame. Sauf une fois, la tempête était tellement forte qu'à un moment, ça servait à rien. C'est pleine nuit, c'était trop dangereux de rester dehors, et pendant 5 heures ou 6 heures, c'est la seule fois. On s'est mis à l'intérieur tous les deux, on s'est enfermés comme dans un coffre-fort, et en faisant une petite prière, en disant bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas être trop roulé par les vagues. Pourvu que ça marche. Pourvu que ça dure, voilà, c'est ça, que ça dure pas trop longtemps. Et ça a très bien marché, et au petit matin, on a repris la barre, on est reparti. Ça a duré, c'est la seule fois où on a laissé le bateau se débrouiller tout seul. Le reste du temps, on est au boulot. Voilà. Alors, je vous ai entendu sur un média autre parler de la première fois aussi où vous êtes retrouvé en vraie difficulté. C'est-à-dire qu'on a chaviré 2 fois.
Donc là, c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer quand même quand on fait du bateau. On évite ce genre de situation. Et là, c'était en plein jour. C'est en plein jour. Les vagues, elles venaient dans un sens. Et comme par hasard, il y en a une plus grosse que les autres qui est arrivée dans un sens différent. On était certes peut-être pas assez attentif à ce moment-là. C'était les débuts. Et ben le bateau, claque, a chaviré. Nous voilà à la patouille. Heureusement, consigne, on avait donné comme consigne parce que nous avons des enfants. Donc on avait dit à nos enfants, on s'attache au départ, on se détache à la Martinique. Donc chose qu'on a respectée du début jusqu'à la fin. Donc nous étions attachés. Donc nous voilà dans l'eau, à côté du bateau. Et puis, quelque part, le bateau s'est redressé tout seul. Le bateau. C'était normal ou pas? C'est normal. C'est normal, mais on avait fait le test à La Rochelle, mais le bateau n'était pas chargé. Là, le bateau, il faisait quand même 1 tonne avec le matériel et tout. Donc, allait-il se comporter pareil? Et là, le bateau, remarquablement, s'est redressé. Et en nous remontant, nous aussi. Très bien. Parce on s'est accroché sur le bord, on l'a laissé faire, et puis hop, il nous a remonté à bord. Donc là, quelque part, on a eu peur, mais on a été extrêmement rassurés. Très bien. Puisqu'on s'est dit, hop là, le machin ici, faut le dompter, parce que c'est pas facile. Moi, j'ai eu quelques difficultés de domptage avec. Mais disons que le fait qu'il nous ait redressé, qu'il se soit redressé tout seul, ça, c'était hyper important, parce qu'il était plein d'eau. Alors, tout ça a duré combien de temps, votre traversée? Et puis, en plus, est-ce que vous avez eu des moments de grande joie, je veux dire, des choses que vous auriez vues, qui n'est pas donné à tout un chacun à terre de voir? Alors, la traversée a duré 52 jours. On avait prévu entre 50 et 60, donc c'est plutôt bien, on est plutôt content, ça a plutôt bien marché. Alors des choses un petit peu déçues côté faune marine. Très bien. Tous les deux, on a traversé un certain nombre de fois déjà, et à chaque fois, moi j'avais vu des baleines, j'avais vu des dauphins, des tas de choses, des tortues. Cette année, on a vu un banc de dauphins un peu autour de nous, mais il faisait même pas la fête. Il est passé, il était en train de pêcher un matin, et c'est tout. Rien en termes de faune, rien de passionnant, pas de baleine. Tu as vu une tortue un moment, un matin. Voilà, donc ça c'était un peu triste. Alors des oiseaux par contre, toujours, petit pétrel qui est venu à bord, se reposer, je sais pas s'il est vivant encore parce qu'il était fatigué. Il est reparti après une nuit, mais bon. Et puis par contre des moments d'exaltation, il y en a un par exemple, il y a eu 2 levées de soleil qui, mais vous pouvez les voir aussi, mais là on a eu 2 levées de soleil qui ressemblaient à l'apocalypse. C'est extraordinaire. Et je vais vous dire, c'était tellement beau. Alors j'ai eu un matin et ce lever de soleil, je l'ai décrit à Gilles, j'ai pris en photo, et le lendemain matin c'était Gilles qui était son quart. C'est à son quart du lever de soleil. Il y a un moment où je vois Gilles les yeux perdus. Je sors, je vois que tout était rouge. Je sors du bateau, je le regarde. Il était en train de pleurer tellement c'était beau. Vous voyez, il y a eu des grands moments d'exaltation quand même. Très bien. C'est un petit peu aussi là, quand on fait ce genre de choses, essayez de vivre ces moments-là, s'il vous est donné de pouvoir les vivre. Tout à fait. Alors, donc, 52 jours sur la mer à y aller. Ouais. Vous m'avez dit que vous y alliez doucement, donc pas de fatigue extraordinaire, pas de moment de... Alors, racontez-nous un petit peu. Si, de la fatigue, il y en a forcément, mais disons qu'il faut apprendre, on a un peu appris à la gérer. Donc il y a des moments, il faut vraiment s'employer, et il y a des moments où on peut, je dirais, s'employer moins et rester, mais de toute façon, il faut tenir. Donc si on crame tout dès le départ, après, on est dans la difficulté. Donc, faut apprendre à se gérer. Donc, ça, c'est des choses qu'on a un peu d'entraînement. Et on fait pas mal de sport avant. Et puis, oui, la fatigue, puis quand ça va plus, on appelle le copain. Les copains, attends, il faut que tu me remplaces, là, parce que là, ça va pas le faire. Là. Et donc, comme on est une bonne équipe, ça marchait tout le temps, quoi. Ouais, très bien. Donc, quand on est dans ce genre de situation, on mange quoi? Je suppose qu'il n'est pas question de manger une bouillabaisse ou bien de manger un truc comme ça sur le bateau, non? Ah, on avait du foie gras. On avait du foie gras. Vous aviez quand même tout prévu. On avait du foie gras. Oui. C'est vrai, en plus, on avait des saucissons, des machins. Qu'est-ce qu'on avait encore de particulier? On avait des rogailles de saucisses, des trucs un peu beaux quand même, du poisson. Des fruits au début, on avait des fruits. On avait, qu'est-ce qu'on avait
en semi-frais. Puis on avait quelques conserves qui étaient sympathiques. Donc voilà. Mais autrement c'est du lyophilisé, que tous les navigateurs connaissent un peu. Lyophilisé, ça a fait beaucoup de progrès, puisqu'on a connu un peu les premiers. C'était tous le même goût, la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils annoncent une choucroute, on trouve le goût de la choucroute. Quand ils annoncent le goût des haricots, on trouve le goût des haricots. Et puis au bout du 30e jour, on trouve plus du tout le goût. Donc on mange. On avait comme consigne, de toute façon, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Donc, il faut manger. Il fallait manger pour être en forme, pour se tenir. Voilà. Ouais. Donc, après, on ne se pose plus de questions. Comme par hasard, Philippe est très sucre, mais moi, je suis hyper sucre. Donc, voilà. Ça a failli nous manquer, mais on a bien géré. On a bien géré. Beaucoup donc, de café Café, non, pas vraiment. Même pas. Non, parce que quand on aime bien le café, on aime bien le vrai café. Et le café en poudre. Effectivement. Voilà. Alors, vous voilà arrivé. Alors, on a brûlé les étapes un petit peu, 30 jours passés, des hauts, des bas, des moments extraordinaires, des moments moins extraordinaires. Et vous commencez à sentir la Martinique. Ouais. Alors, à partir de ce moment, alors, comment ça va à bord? Et je pense qu'il y a déjà une envie super forte. Passer la moitié, déjà, on commence à réfléchir très sérieusement à l'arrivée. Et la moitié, c'est loin encore, parce que ça fait encore 25 jours. Et alors là, on commence à compter, surtout moi. J'ai beaucoup embêté Gilles avec ça, avec mes statistiques, en disant là, il reste la moitié, là, il reste 2 tiers, là, il reste un quart, etc. Donc, on commence à regarder ça et on commence à transformer ça en nombre de jours. Quand on arrive à 1000 000, si on se dit on fait 50 000 par jour, ça fait 20 jours. Voilà. Et donc, plus ça va, plus on se sent attiré par l'envie d'arriver, avec des conditions météo qui sont bien meilleures, puisqu'on ça y est, on est arrivé dans les Alizés. Donc, on peut ouvrir le bateau. Et il faut savoir qu'on a vécu dans l'eau pendant la moitié du parcours, dans l'eau. Mais quand je dis dans l'eau, c'est-à-dire qu'on est dans le ciré, on est trempé. Quand on va se coucher, les couchettes sont trempées, l'humidité est à 100%, tout est moisi. Quand on se rhabille avant de sortir, c'est trempé. Et mettre vers 3h du matin un ciré trempé avec un pull mouillé, c'est terrible. À peine sorti, on se prenait une vague dans la figure. De toute façon, on était trempé à nouveau. On a quand même vécu comme ça pendant 25 jours dans notre espèce de niche. Alors ensuite, les alizés sont venus. Et là, on peut commencer à ouvrir un peu le capot pour aérer un peu, ce qui est pas mal, parce que là-dedans, ça commence à... Et puis à sécher un petit peu, et puis à profiter un peu du soleil. Donc ça, c'est déjà, ça aide. Et puis donc, il y a cette arrivée qui nous attire. On est attiré comme un aimant par la Martinique. Tous les deux, on connaît la Martinique. En plus, moi, j'aime la Martinique. On a envie d'arriver. On sait que nos familles sont là. On sait que nos amis sont là. On sait qu'on aura une réception formidable, ce qui a été le cas. Et je dis merci à tous les Martiniquais et aux gens du Robert. C'était super. Et alors donc, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver, quoi. Pourquoi avoir eu envie d'arriver au Robert? Alors ça, il faut demander à quelqu'un qui est pas loin, qui est Roxane Gabriel, qui s'occupe du club d'aviron du Robert, et qui, ayant entendu parler par la Fédération française d'aviron de cette traversée, nous a proposé d'arriver au Robert, que moi on avait prévu d'arriver plutôt au Marin. Et puis on a trouvé que c'était original, on a trouvé, elle est très forte, elle s'est bien persuadée, et on a bien fait d'arriver au Robert. D'abord, c'est très beau et la réception était superbe, donc vraiment c'était le super choix. Oui, voilà. Merci Roxane. Alors Roxane, j'ai parlé du Robert, elle est où? Elle est cachée. Non pas parce que je sois fâché que vous arriviez au Robert, mais je sais qu'en général, ils arrivent aux Trois-Îlets, au Marin, Fort-de-France. Voilà. Si vous voulez nous dire un petit peu, vous pouvez approcher. À Radio Sud-Est, on fait tout de manière décontractée. On me fait signe ce micro et c'est bon. Alors Roxane, dites-nous un petit peu. Voilà. Eh bien, oui, alors bonjour. Donc pour l'arrivée au Robert, pourquoi? Par rapport tout simplement encore à ces alizés qui soufflent et qui amènent directement au Robert. Et là, c'est vrai que d'habitude, on a des arrivées transatlantiques à la voile. Donc c'est vrai que le Marin, les Trois-Îlets, c'est plus facile à manier. Après, il faut passer la table du diable au niveau des salines à la rame. Et quand ils m'ont décrit en fait le bateau, la manœuvrabilité du bateau par rapport aux avirons qu'ils avaient, donc les rames, je voyais que le Robert, quoi. Voilà, donc très bien. Et excellent choix. En plus, ils ont été contents d'être accueillis au Robert, donc c'est très bien comme ça. Alors, puisque je vous tiens, je ne vous lâche pas, Roxane. Oui. Alors, donc vous étiez un petit peu, si vous voulez, le référent en Martinique, hormis la famille qui était là, par rapport à la Ligue d'aviron. Oui, vous étiez partie intégrante dans la réception de ces personnes. Oui.
Oui, tout à fait. C'est vrai que je les avais eu en lien pour voir un petit peu pour l'organisation. On a eu donc notre journée de championnat qui a été organisée au Robert ce matin-là. Et ensuite, on a pu mobiliser tous les clubs qui étaient présents. Et tous les rameurs qui vraiment se sont pris au jeu, dès qu'ils ont su, ils ont compris qu'ils allaient arriver, ils sont montés sur l'eau pour aller rejoindre l'équipage. Ensuite, on a eu un beau concours aussi des secouristes en mer qui, vraiment, à la SNSM du François, qui a répondu de suite, malgré les différents moments de changement d'arrivée. Parce qu'il faut savoir que dans la dernière semaine, on a eu pas mal de rebondissements quand même. Voilà, le dimanche c'était avant. en fonction du vent. Exactement, oui, le vent, exactement. la mer, la fatigue. La semaine avant, on me dit dimanche, après on me dit lundi, après on me dit mardi, puis ça sera samedi, puis dimanche. Voilà, donc vraiment, il y a eu une belle réactivité de la part de tout le monde en Martinique, c'est vrai. Tout le monde avait envie de les accueillir, voilà. Très content. Très bien, je vous remercie. Donc je reviens vers vous, messieurs. Donc vous voilà arrivés donc en Martinique, mission accomplie. Alors, comment ça s'est passé depuis votre arrivée ici? Vous l'avez dit, vous avez été bien reçu. Et puis après, je vais parler principalement avec Gilles, puisque je sais qu'il avait une deuxième raison de faire ce challenge. Écoutez, depuis qu'on est arrivé, d'abord, dans notre espoir d'arriver, il y avait déjà un petit punch. Ouais. Et on voulait boire un petit punch en arrivant. Et le petit punch était le bienvenu. On avait l'odeur dans les narines depuis plusieurs milles nautiques. Je peux vous dire que... On voulait prendre un petit punch. Et on a pris notre petit punch sur le bateau. On était encore sur le bateau. On nous a apporté un petit punch. On l'a bu ensemble. Et on s'était promis. En disant le premier petit punch, on le boit ensemble. Et c'était vraiment super. Et puis ensuite, maintenant, ça y est, il y a eu la réception super bien organisée. Il y avait le sous-préfet, il y avait le maire. Et puis après ça, surtout les familles, parce que c'est important. Oui, absolument. On n'est pas des sportifs professionnels, donc il y avait un peu d'inquiétude. C'est quand même pas très facile ce qu'on a fait. On va pas se cacher. Modeste. Mais franchement, c'est pas très facile. Il y a des risques, il y a des vrais risques. Et parce qu'on a chaviré une deuxième fois, on l'a pas raconté, mais pendant la nuit. Et pendant la nuit, c'est pas très agréable. Et Gilles a fait le scaphandre sous le bateau pendant un petit moment. Enfin, vous voyez, c'est quand même des trucs, ça vous remue un peu. Bon, mais voilà. Ensuite, maintenant, on est arrivé, on a récupéré, vu la famille, etc. Et puis maintenant, il faut s'occuper du bateau, parce que le bateau, on doit le ramener. Puis on va le ramener cette fois-ci sur un cargo. Pas question d'aller dans l'autre sens. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Je m'apprêtais à vous demander. Et le bateau, comment il va partir lui? Il va partir avec la CGM par bateau. Oui, c'est ça. Il va partir sur un cargo, parce que là, et nous dans un avion. Ce qui est terrible, c'est qu'on était à 100 000. Je vais vous raconter une anecdote. On était à 100 000 de l'arrivée. Donc 100 000, c'est pas très loin. Vous avez vos pêcheurs qui vont parfois bien presque là. À 100 000 de l'arrivée, et nos familles étaient encore en métropole. Et elles ont pris l'avion, elles sont arrivées avant nous, et on était encore à 50 000. C'est pour dire que c'est quand même... Et Gilles le dit souvent, c'est quand même le moyen le plus inconfortable et le moins rapide pour aller d'un point à un autre. Je pense que c'est vrai. Même à pied, on va plus vite. Bon voilà, donc maintenant, le bateau, on va le ramener. Il faut qu'il est hébergé au club de rame du Robert. On va maintenant faire rencontrer la CGM et un transporteur pour le mettre dans un container et le ramener. À moins que ça attire. Alors je lance un appel. Est-ce qu'un Martiniquais a envie de se lancer dans une aventure comme celle-ci? Et dans ce cas, on peut le laisser ici. Et puis, il faut qu'il reparte dans le sens inverse. Non, alors dans le sens inverse, ça serait trop compliqué. Impossible. Il faut vraiment qu'ils soient entraînés là. Il faut aller. C'est des bateaux qui sont pas manœuvrants. Ils vont tout droit, mais ils vont dans le sens du vent. Un peu de travers du vent, ça va. Face au vent, c'est pas possible. Ça remonte pas au vent. Puis là, il faudrait des bras à Popeye. Oui, absolument. Donc, voilà, il va repartir. Et puis, nous, on va quitter. On reste encore une dizaine de jours pour profiter de l'île, parce que vraiment on aime cette île et on aime les gens de l'île. Donc bien. Et puis vous faites aussi un peu de carnaval, je suppose. On va aller voir le carnaval. Vous allez voir du carnaval et tout le Bataclan. C'est pas fait exprès, mais c'est super. Alors, je me tourne maintenant vers Gilles. Donc, puisque je disais tout à l'heure, vous aviez une autre raison pour faire ce challenge, puisque vous êtes vous-même atteint d'une maladie. Je vous laisse nous expliquer ça. Oui, bon, disons que on a diagnostiqué il y a maintenant 3 ans et demi que j'avais la maladie de Parkinson. En tant que médical, je m'en doutais un petit peu, mais on est comme tous les patients, on se dit non, ça peut être ça, c'est la fatigue, bref, disons que je suis atteint de la maladie de Parkinson. Et là, je me suis dit, lors du défi que Philippe m'a proposé, c'est que, en plus, son défi, c'était sur le bien vieillir. Donc on se dit, je suis atteint de la maladie de Parkinson, comment on fait pour bien vieillir? Et moi, en tant que sportif, j'ai remarqué
par mes nombreuses activités, que depuis 3 ans et demi, j'ai eu un traitement de départ et ce traitement n'a jamais bougé. Je me suis dit, il y a peut-être une raison là-dessus. Et donc là, je suis en train de... Mon défi, c'était de démontrer qu'on peut être atteint d'une maladie neurodégénérative et faire de grandes choses. Mais pour ça, il faut bouger. Il ne faut pas s'arrêter, il faut bouger. Alors il y a un jeune parkinsonien qui m'a écrit, il m'a dit, t'es rigolo, tu dis, demande à un parkinsonien de ne pas bouger. Enfin, de bouger. Il me dit, mais on bouge déjà tout le naturellement, temps. On bouge tout le temps. Et je lui dis, oui, mais là, c'est bouger volontaire et non pas involontaire. Et donc ça, c'est très important. Et donc, avec les neurologues, on est en train de démontrer que l'activité, et ça ils le savent, et d'ailleurs ils le conseillent, les neurologues, aux parkinsoniens, de faire du sport. Et bien là, je suis en train de démontrer, et j'espère le démontrer, qu'en faisant beaucoup de sport, malheureusement il faut s'investir, beaucoup de sport, et ben on peut ralentir l'avancée de la maladie. Ralentir l'avancée de la maladie et surtout l'apparition des effets secondaires. Très bien. De la maladie. Alors, dites-moi ça, vous faites combien d'heures de sport par jour ou par semaine? Moi, c'est... Pour ceux qui nous entendent, s'ils sont atteints de cette même maladie, pour savoir quoi faire. Ben, j'ai envie de dire, de toute façon, l'idéal, ce serait de faire 1 heure de sport par jour. Déjà, 1 heure de sport. Quelqu'un qui fait 1 heure de sport par jour, c'est déjà un bon sportif. D'accord? Mais quand je dis par jour, c'est qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse ceci. On y va. Et on y va. Si par exemple... moi j'ai prévu d'aller courir, bon, il y a les copains qui arrivent, on boit des coups, ça n'empêche pas de boire des coups, donc bref, on fait le truc, et ben au lieu d'aller courir à 10h, je vais courir à 14h, mais il faut y aller, il faut se bouger, et puis ça, ce serait l'idéal. Moi je pense qu'1 heure par jour, quelqu'un qui fait vraiment du sport, et surtout j'ai envie de dire, là, on en a parlé, tu sais, mon mouvement de lever l'épaule. J'ai remarqué que lors de la rame, là, je vais être un petit peu technique, j'arrivais pas à mettre la rame main gauche dans l'eau comme celle de main droite. Parce que mon bras n'y allait pas. Alors là, je me suis concentré sur mon épaule, sur mon bras, et j'ai cherché quel était le petit mouvement musculaire que je ne faisais plus. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Mais ça faut être un peu... Je conseille aux parkinsoniens de prendre leur temps. D'être à l'écoute de leur corps. À l'écoute, mais à 300% de leur corps. Et ils vont découvrir un moment, tiens, la paupière droite, je la descends pas. Et ben, s'il trouve que la paupière droite elle descend pas, et ben tous les jours, il fait les exercices, descendre la paupière droite. Vous voyez, c'est un exemple bête que je prends, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire de transformer un mouvement dont le parkinsonien a la capacité, mais je dirais, on n'a plus l'information de le faire. Il n'y a plus l'informatique déconne. Donc, faut trouver les parades. Et donc, du coup, il faut faire... C'est ça que j'appelle faire des mouvements volontaires. Très bien. Quelqu'un qui a du mal, par exemple, à se lever de sa chaise, j'ai envie de lui dire, t'as du mal à te lever de ta chaise? Vas-y, lève-toi de ta chaise. Mais fais l'effort. Entoure-toi de je sais pas quoi, de béquilles, de machin, de trucs, mais trouve le moyen, par toi-même, de te lever de ta chaise. Et puis quand tu as trouvé, fais-le. Mais par contre, il faut le faire. Absolument. Une fois que ça marche, et puis chercher autre chose. Voilà. Est-ce qu'il vous a été donné de rencontrer justement des parkinsoniens à la Martinique depuis que vous êtes arrivé? J'ai rencontré une petite dame fort sympathique dont je ne sais plus, je dois la rencontrer vendredi soir. On doit se rencontrer. On a une sorte de petit forum. C'est dommage, et puis j'ai plus le lieu et la date. Enfin, le lieu et l'heure. Je dois rencontrer les parkinsoniens de la Martinique, les associations surtout. Et puis, je vais être à leur disposition pour répondre à toutes les questions. Voilà. Échanger un petit peu. Et puis surtout, qu'ils transmettent aux
aux différents parkinsoniens qu'il faut bouger. Et j'ai même envie de dire aux accompagnants, parce que la difficulté est pour le parkinsonien, mais les accompagnants, c'est pas mieux. Il faut qu'ils puissent malheureusement s'adapter à ces malades-là. Et de les aider, mais pas trop les aider. D'accord. Donner un petit coup de main sans trop insister. Oui, parce que sinon, on a vite fait de faire, de se laisser faire. Donc, il faut faire, il faut les aider, il faut dire bon, ok, je sais bien, allez, vas-y, mais bon, vas-y, bouge, mais je vais pas te soulever. Très bien. Voilà. Je voudrais rajouter une chose. Je vous en prie, allez. Sur Radio Sud-Est, là. Moi, j'ai la chance d'être bien portant. On dit toujours qu'un bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Et donc, j'ai traversé avec Gilles. Je ne connaissais pas cette maladie. Ce que j'ai fait, c'est un exploit, ça a déjà été fait. Ce qu'a fait Gilles, c'est le premier à l'avoir fait. Et je peux vous dire que pour l'avoir vu, alors j'étais pas un accompagnant, pour l'avoir vu faire, pour avoir vu résister à la difficulté de la maladie, il est grand en plus, c'est une maladie où on se raidit, c'est difficile de se déployer. Et dans ce bateau, il faut se plier, il faut se déplier sans arrêt, il faut faire des mouvements compliqués. Et je peux vous dire que c'est chapeau. Il a volonté, le mental, et ce qu'il vient d'expliquer était essentiel, il a parfaitement tenu le coup. Et moi, je lui tire encore et tous les jours mon chapeau. Voilà. Alors, le prochain défi, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un de prévu? Pas encore pour l'instant, je suppose, mais il y en a déjà un. Ça et là, même si on n'a pas encore dit, vous ne l'avez pas dit à vos femmes, mais bon. Oui, c'est ça, on peut pas le dire. Je sais que 9 fois sur 10, c'est comme ça. Bon. C'est de partir en métropole avec un maximum de rhum de la Martinique. Mais ça, ce n'est pas un gros défi. C'est un défi facile à remporter. On va remplir le bateau. Non, mais bon, voilà. On a parlé d'un Ironman quand même. Ouais, d'un Ironman. Le triathlon, c'est une chose qui me démange depuis longtemps. Et puis, quand on voit les années passer, on se dit, il faut y aller, c'est maintenant. Et puis, un triathlon, ça me plairait bien. Et puis, je sais pas, peut-être une autre transat, un truc. Alors, il y a différentes formules. Ça peut être une transat sur un joli bateau avec tout le confort et tout ce qui s'ensuit, un truc à la voile qui va bien, et puis on emmène la famille et tout ce qui s'ensuit, là on passe du bon temps. Ou sinon ça peut être aussi une transat où on se dépasse. Donc voilà. Où on met le corps à l'épreuve encore une fois. Ouais. Voilà. Donc il y a la Transquadra, il y a la route de Rome, il y a des trucs comme ça. Voilà. Gilles, alors, je suis sûr que vous avez quelque chose de prévu déjà, donc Philippe a dit un petit peu. Moi c'est Gilles. Non, alors j'ai fait l'inverse. C'est pareil. Gilles c'est vous, Philippe c'est lui. Alors Philippe, pourtant j'avais le même prénom que moi. Oui. Et donc quoi pour vous? On a parlé d'un Ironman. Vous savez, un Ironman, c'est ces compétitions où on fait 3 ou 4 km à la nage, 170 km à vélo, et on termine par un marathon. C'est donc un sport extrêmement complet, c'est le moins qu'on puisse dire, qui demande pas mal de préparation. J'avoue que j'aimerais peut-être me lancer là-dedans, mais c'est un scoop, ma famille doit l'entendre. Coupé Sud-Est, s'il vous plaît. Ouais, mais ça va, c'est pas trop dangereux, ça. Rassure-toi, tout le monde a entendu. Elles sont derrière, elles ont entendu. Non, voilà, ça serait un truc sympa. Et puis, c'était ma 4e transat, j'en ferai d'autres encore. Peut-être encore quelques-unes. Avec plaisir. En compétition, quand même, j'aime bien. Tous les deux, on est des compétiteurs, on a beau faire. En fait, on n'a rien lâché, on n'a pas cessé de tirer sur les rames parce qu'on est des compétiteurs. On ne s'est pas laissé aller parce qu'on est des compétiteurs. On faisait la course avec personne, mais bon, ça fait rien, on faisait la course avec nous-mêmes. Avec vous-même, oui. Donc, il y aura d'autres choses comme ça encore. Même les jours où on avait dit, allez, on va faire cool aujourd'hui, on va faire diesel. Ouais. Diesel rapide. On voyait les 1000 défiler, on se disait oh là c'est pas mal là, et du coup on remettait les couches quoi. D'accord. Alors messieurs, je vais poser la question à chacun de manière personnelle. Quel souvenir, là je m'adresse à Philippe donc, oh là là, mais je vais m'en sortir, donc je m'adresse à Gilles. Quel souvenir resterait de cette traversée tout à fait personnel? Justement, j'ai un souvenir où justement Philippe en a parlé, où il m'a vu en larmes. C'était ce fameux lever de soleil, où il y avait
un concert de couleurs, de rayons, de flash, d'harmonie des couleurs. Même Michel-Ange, il n'a pas peint ça sur... Et donc, ça, c'était vraiment un moment extraordinaire. Là, on se dit, waouh, eh ben, j'en ai bavé, mais je sais pourquoi je suis là. Et je sais pourquoi j'y retourne. Voilà. Oui, même question. Ouais, même question. Moi, je sais pas, c'est un souvenir précis. J'ai envie de dire que j'ai eu la sensation d'être toujours à ma place. Et jamais de dire mais qu'est-ce que je fous là, c'est l'enfer ce truc-là, qu'est-ce qui m'a pris, etc. Je crois que c'était un moment où quand un projet a maturé et qu'elle arrive au bon moment, et c'était ce moment-là. Et donc d'être toujours à sa place, et ben pour moi c'est ça le bon souvenir. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a eu le regret en disant mais qu'est-ce que je fous là, maman vient me chercher. Il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de doute. Ouais. J'ai toujours été en harmonie avec ce projet. Et voilà, ça pour moi ça a été extraordinaire. Et puis l'arrivée quand même c'est un grand moment. C'est un grand moment ce que nous a réservé la Martinique et puis le Robert. Retrouver nos familles. C'est un grand moment, ça fait un grand souvenir. Après, les chavirages, moi j'avais jamais chaviré sur un bateau à rame au milieu de l'Atlantique. Barboter autour d'un bateau au milieu de l'Atlantique alors que vous êtes loin de tout, ça secoue un peu quand même. Je peux vous dire que pendant ce temps, vous ne pensez pas à votre feuille d'impôt ni à la facture d'électricité. Ni à la facture d'électricité. Vous êtes vraiment, vous pensez à sauver votre peau. Et il y a pas mal de fois, on pensait à sauver notre peau, hein, surtout. Avant tout, sauver notre peau. On a dévalé des pentes. C'était comme des petites montagnes, comme la montagne Pelée. Hein. On descendait et la suivante, elle était de la même taille. Et à ces moments-là, on se dit, c'est chaud quand même. Surtout la nuit, quand on n'entend rien. La nuit, on n'entend rien. On a eu des nuits noires, mais noires, sans lune, sans étoiles, sans rien. Et là, on entend les déferlantes qui vous tombent dessus et vous attendez celle qui va vous mettre par terre. Et c'est assez impressionnant. Ça, c'est un souvenir qui me reste. C'est que avec ces bateaux-là, par rapport à un voilier, on est très inactif. Un voilier, un petit coup de barre, vous bordez un peu la voile, vous échappez. Là, on est comme une espèce de bouchon et on subit. Et ça, c'est quelque chose d'assez étrange. Et bon, finalement, on a pas mal subi. Bon, très bien. Messieurs, l'heure est venue pour nous de nous séparer. Merci. Nous avons été très heureux de partager avec vous ces moments, je suppose, vraiment extraordinaires, même avec tous ces moments où c'était moins extraordinaire que d'autres. Mais bon, vous êtes là, vous êtes arrivés à bon port, donc je pense qu'à ce moment-là, on se dit, c'est extraordinaire. En tout cas, nous vous félicitons et je vous remercie d'avoir bien voulu venir sur les antennes de Radio Sud-Est. Je remercie également, elle n'est pas là, elle est sortie, Roxane, voilà, qui a bien voulu faire tout ce qu'il fallait pour que vous arriviez jusqu'à nous. Nous sommes heureux de vous avoir reçus. Nous vous souhaitons un bon séjour à la Martinique et un bon retour chez vous. Merci.